Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau Brain Up. Je suis Jean-Michel Carly, VP Sales IMIA chez DC Brain et j'ai le plaisir d'animer les échanges de ce jour. Alors en effet, c'est un Brain Up passionnant qui s'annonce. Fin 2022, on s'en rappelle, Seva Logistics annonçait le déploiement de la solution IA de DC Brain pour automatiser les opérations de planification de transport au sein de Seva Logistics FVL. Je rappelle que FVL, ça signifie tout simplement Finished Vehicle Logistics, c'est la partie transport de véhicules de Seva. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le témoignage de notre invité Thomas Maître. Thomas, bienvenue. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Déjà, merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'être avec vous pour ce Brain Up. Donc, Thomas Maître, moi je suis en charge chez Seva Logistique pour la partie donc Finish Véhicule Logistique, de la stratégie produit, de l'innovation et des partenariats stratégiques et projets. Voilà, depuis quelques années maintenant, une quinzaine d'années chez Seva et avant Jeffco. Merci Thomas. Avec nous également Benjamin Debuté. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour à tous. Du coup, très content de participer à ce Brain Up. D'habitude, je suis à ta place à JM, je les Oui, anime. Et tout là, à fait. je viens intervenir puisque dans mes différentes casquettes chez DC Brain, je m'occupe globalement de la partie commerciale marketing, mais aussi de la partie delivery. Et donc, j'ai eu un rôle assez relativement actif durant le projet qui nous occupe aujourd'hui. Et donc, je parlerai un peu de mon expérience au sein du groupe Jeffco Seva sur cette mise en place d'un outil d'IA. Merci Benjamin. Alors l'intérêt des Brain Up, c'est que nous échangions tous ensemble pendant 1 heure et quart. C'est pourquoi vous avez la possibilité d'interagir avec nous. Déjà, on va regarder la plateforme, à quoi elle ressemble. Première partie, c'est le chat. Il ne faut pas hésiter à nous dire bonjour sur le chat, justement, à nous dire ce qui vous a amené ici aujourd'hui et à réagir aussi pendant le Brain Up, c'est fait pour ça. Alors vous avez également un onglet questions, où vous pouvez interroger les speakers durant leur intervention. Vous avez également la possibilité de liker une question, c'est important. Si vous souhaitez connaître la réponse à cette question, ça nous permettra à nous de traiter en priorité les questions qui sont les plus intéressantes pour l'ensemble de l'audience. Et au cas où on manquerait un peu de temps pour toutes les adresser, voilà, d'être sûr d'adresser les plus importantes. Et enfin, il y a un onglet qui est l'onglet sondage. Alors, un rappel pour ceux qui viennent pour la première fois sur les Brain Up. Lors de chaque intervention, 2 questions de sondage vous sont adressées. Vous verrez une notification à l'écran apparaître. Et pour voir les réponses anonymes, bien sûr, des autres participants, il faut d'abord répondre, il faut jouer le jeu. Alors voilà, tout est dit. Et maintenant, c'est l'heure de la revue de presse, c'est jingle. Alors en échangeant autour de nous, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui ressentent le besoin de digitaliser leur process. Dans le Brain-Up précédent déjà, on avait Julien Poisson qui témoignait, qui nous en faisait part. Il exprimait que la digitalisation, elle devenait incontournable pour respecter les engagements RSE notamment. Et dans ce Brain-Up, on va revenir sur 2 articles qui sont parus récemment. Tout d'abord, un article paru sur Republic Supply le 24 mai qui concerne Coca-Cola Euro-Pacific Partners, CCEP, et qui s'intitule La planification est un des grands axes de notre transformation. Alors le 24 mai dernier, il y avait effectivement cette interview de Francesca Faure, la directrice supply chain, et de Maria José Teba Rodriguez, la directrice planning et communication. Et leurs propos sont très clairs. La planification, c'est un des grands axes de la transformation pour les mois à venir. Et c'est vers la digitalisation que les 2 directrices ont choisi de s'orienter pour tenir cet objectif. On rappelle que CCEP, ils embouteillent, produisent et distribuent les produits de la marque Coca-Cola dans 29 pays, dont 13 en Europe. On parle donc de quelque chose de très conséquent. Ils assurent la fabrication, la commercialisation et la distribution des boissons. Et avec presque 50% des collaborateurs qui appartiennent à l'équipe supply et près de 40 personnes au sein de l'équipe planning et commercialisation, il était majeur pour eux de mettre à disposition un outil permettant de faire face à la volatilité. Les 2 directrices ont pour ambition de renforcer le SNOP grâce à un outil qui permet d'augmenter la visibilité tout au long de la chaîne, de gagner en agilité, d'adapter les process, un outil d'aide à la décision.
Chaque usine a ses spécificités et ces CEP souhaitent être en mesure de standardiser les process, tout en améliorant la planification et la gestion de la saisonnalité. Alors pour mettre en place de tels process, il est bien entendu nécessaire de réaliser un accompagnement au changement et les deux directrices en sont bien conscientes. Les collaborateurs sont au cœur du projet et leur satisfaction apportera beaucoup à la qualité du service client, la priorité pour ces CEP. Alors, deuxième article auquel on va faire référence aujourd'hui, qui va s'afficher dans un instant. Voilà. C'est un article paru dans l'usine digitale le 19 avril 2023 et qui s'intitule Pourquoi la digitalisation des opérations de logistique et d'entreposage ne doit pas attendre. Ici, c'est une tribune de Steve Mulroy, qui est spécialiste logistique chez Zebra Technologies, et il explique effectivement que la digitalisation des opérations logistiques et d'entreposage ne doit pas attendre car elle participe au bien-être du personnel, que ce soit pour l'embauche, l'évolution et surtout la rétention. Zebra Technologies a mené une enquête à laquelle 55% des personnes qui ont répondu affirment que la technologie facilite leur travail au quotidien. Steve donne l'exemple de la société Raja, qui a mis en place une solution digitale compatible avec son WMS, et celle-ci, elle permet de gagner en visibilité sur les process de traitement des commandes. L'article exprime également que cette solution lui a permis de standardiser les process de gestion des stocks pour améliorer le service client dans son ensemble. C'est d'ailleurs le sujet du jour, la standardisation des process à travers l'automatisation avec l'IA. Je vous invite à entrer dans le vif du sujet tout de suite pour en apprendre davantage avec notre invité Thomas Maître sur la raison qui a poussé Seva Logistics à faire le choix de l'intelligence artificielle avec DC Brain. Et on démarrera d'ailleurs avec Benjamin au sujet de la genèse du projet. Jingle. Oui, bonjour à tous, enfin rebonjour. Merci JM pour cette intro et puis pour voilà la mise en lumière des opportunités de transformation digitale offertes par l'intelligence artificielle. Alors juste un petit mot d'introduction sur le projet. Alors pour rappel, d'ici Brain, on propose un outil d'optimisation de plans de transport. On a commencé à discuter avec les équipes de Jeffco, à l'époque ça s'appelait Jeffco, en 2021. Donc on a commencé à discuter avec par exemple Albert Bouchoucha, Thomas évidemment, Emmanuel Cheremetinski sur l'opportunité d'utiliser notre solution pour répondre à leurs enjeux. Alors à l'époque, nous, on était plutôt centré sur des sujets plutôt tactiques, c'est-à-dire l'optimisation de réseau à maille tactique. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, avec des gens comme Steph, avec des gens comme Redur en Espagne, avec Epner, ou même dans le retail, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Lidl. Et on faisait pas encore d'optimisation opérationnelle. Et là, ce qui était intéressant, c'était que Jeffco est venu nous voir avec ce cas d'usage, de dire comment est-ce qu'on peut proposer un outil d'aide à la décision aux planificateurs pour aller répondre aux enjeux d'optimisation de coûts de transport, mais aussi aux enjeux RSE, aux enjeux d'optimisation des processus opérationnels. Donc il y avait fondamentalement à la genèse, à l'origine du projet, une conviction partagée que l'intelligence artificielle peut aider les planificateurs de transport et peut leur permettre d'atteindre des nouveaux niveaux de performance, et que les deux, enfin, dire la technologie était en appui de l'expertise et de l'expérience, des compétences des planificateurs. Alors on a lancé, alors ce qui est intéressant, c'est que le projet s'est fait en plusieurs étapes. On a lancé un premier POC, donc un proof of concept. L'objectif, c'était de dire, est-ce que DC Brain est capable d'intégrer un certain nombre de contraintes des planificateurs et de proposer des scénarios, des plans ou des voyages ou des tournées évidemment optimisés, mais aussi qui répondent aux enjeux opérationnels des planificateurs, qui répondent aux contraintes. Parce que c'est facile de proposer quelque chose d'optimisé, mais il faut aussi que ça marche dans la vraie vie. Donc on a fait ce premier projet, il y a eu des résultats très intéressants, et ça a donné un deuxième projet de test. L'idée, c'était de se dire on va aller intégrer plus de contraintes, on va intégrer pour contraindre encore plus l'optimiseur et pour se dire est-ce qu'on est sûr que ça marche. Donc ça, c'était la volonté de Seva de relancer un jeu de test. Et donc là, idem, on est retourné sur le terrain avec l'agence de test qui était l'agence d'Etup,
et on a réintégré des contraintes et au final les résultats étaient satisfaisants. Et puis du coup, Seva a décidé de lancer l'industrialisation du projet. Et donc c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Du coup, voilà. Thomas, je te laisse la main. Merci Benjamin. Thomas, justement, après cette brève introduction de Benjamin, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte dans lequel le projet a été lancé? Oui, donc comme l'a dit Benjamin, nous, il y a 3 ans, enfin, 3-4 ans, on s'est posé pas mal de questions sur l'évolution en fait de l'addition automobile. On a tous constaté qu'il y avait des transformations majeures, et donc on avait besoin, par rapport à ces évolutions de marché, d'adapter nos process et de digitaliser notre entreprise sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est clairement donc la digitalisation de nos offres de services pour s'adapter aux évolutions de marché, mais aussi la digitalisation de nos process métiers. Pour ça, on a initié une première phase qui était la refonte intégrale de notre TMS. Donc, on a mis en place un nouveau Transport Management System capable d'être plus ouvert aux environnements externes. Et la deuxième phase, donc, et qui nous a permis aussi de digitaliser notre offre. Et la deuxième phase, c'était d'intégrer et de se faire accompagner par DC Brain pour pouvoir justement digitaliser et standardiser nos process métiers, et notamment ceux de la planification transport. Et ces 2 éléments doivent nous permettre de mieux utiliser nos données et d'être capable de piloter à la fois notre activité, notre performance, notre offre de service et la qualité de notre service de manière optimisée grâce à l'IA et grâce à l'outil. Ce projet il ne concerne pas uniquement la France, Thomas. On travaille ensemble dans 5 pays différents. À ton sens, quels ont été les points de douleur spécifiques à prendre en compte pour chaque pays? C'est toujours très compliqué de développer un outil comme ça et de le déployer dans plusieurs pays, parce qu'on a fondamentalement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on identifie parfaitement les cibles. La cible finale qu'on veut obtenir. Ensuite, l'idée, c'est d'aller dans chaque pays constater les écarts à la cible. On a une grande diversité de manières de travailler d'un pays à l'autre, mais également au sein d'une même agence entre 2 personnes, une qui a une certaine ancienneté, l'autre qui est plus récente dans l'entreprise, et chacun va travailler différemment. L'enjeu pour nous, c'était vraiment, et la complexité, c'est de bien analyser chaque mode de travail dans chaque environnement pour pouvoir ensuite définir une cible commune et embarquer tous les pays. Ok. Et est-ce qu'on peut dire que tout en respectant les particularités du business dans chaque pays, la mise en place de notre solution, c'est aussi une vraie opportunité de standardiser la façon de travailler de l'ensemble des clusters? C'est clairement l'enjeu pour nous. L'enjeu aujourd'hui, comme je l'ai dit, chaque pays a ses travail, chaque pays, même au sein d'une agence, travaille pas toujours de la même manière. Et nous, pour vraiment exploiter au maximum l'ensemble des données qu'on a, on avait besoin de standardiser ces process, à la fois pour mieux piloter notre performance, à la fois pour avoir une homogénéité de service vis-à-vis de nos clients, mais aussi pour pouvoir exploiter les données qu'on traite et les exploiter de manière optimum pour optimiser nos process et standardiser l'ensemble des métiers de planification dans les différents pays. Très bien. Benjamin, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose avant de passer aux objectifs du projet? Je rejoins totalement ce qu'a dit Thomas. En fait, on a parfois un peu tendance à oublier que la mise en place d'un outil basé sur l'IA, c'est comme n'importe quel outil informatique. Ça doit s'accompagner d'une réflexion, alors peut-être pas d'une refonte, mais d'une réflexion minimale sur la cible organisationnelle et sur la cible en termes la cible fonctionnelle en termes de processus. Et d'autant plus quand on parle de différents pays avec un périmètre assez vaste, des habitudes différentes, des organisations différentes. Et donc, nous, on a voulu, j'y reviendrai tout à l'heure, on a souhaité commencer le projet par se dire, au final, comment les choses sont faites au sein de chaque pays. Donc, on a commencé par un audit des processus et des organisations au sein de chaque pays. Et puis après, derrière, comment est-ce qu'on converge
sur un modèle organisationnel, on va dire standard, qui permet d'intégrer un certain nombre de spécificités métiers, si besoin est, mais sur lequel il y a quand même une trame partagée par tous. Et donc, on a commencé de manière très concrète, mais on a commencé par faire une tournée des pays, ce qui était assez sympa d'ailleurs, parce que ça nous permet de partir à la rencontre des utilisateurs, des futurs utilisateurs. Mais ça, c'est un point qui est clé. C'est derrière l'outil, il y a un process, il y a une orga qui permet d'utiliser au mieux l'outil. On va passer au slide suivant sur les objectifs, Benjamin. Ouais, bah, effectivement, sur l'objectif du projet, du coup, le premier sujet, c'est de se dire vers quoi on veut aller, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, le sujet là, c'est optimiser les tournées organisées qui sont organisées aujourd'hui par les planificateurs. Je pense qu'on reviendra sur les différents termes plus tard, mais c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait de manière assez simple, comment est-ce qu'on fait rentrer des ordres de transport, des commandes dans des camions pour de la meilleure façon possible pour aller optimiser des kilomètres parcourus, mais aussi pour aller optimiser le taux pour aller optimiser l'utilisation des ressources, en particulier les camions, qui est un sujet actuel évidemment dans le monde du transport, vous le savez, tout en respectant l'ensemble des contraintes. Enfin, toutes les contraintes, on y reviendra. C'est d'ailleurs un sujet de se dire quelles contraintes on doit intégrer dans l'optimiseur et quelles contraintes on doit laisser à la main du planificateur. C'est un sujet, c'est un débat pratiquement philosophique qu'on a lors de tous les projets. J'y reviendrai. C'est une étape qui est super importante pour que ça puisse fonctionner. Et puis le deuxième sujet, c'est à qui ça s'adresse, quoi. Qui vont être les utilisateurs et comment ça va être utilisé tous les jours. Et ça, idem, on a passé du temps pour différencier des niveaux d'utilisation au sein de chaque agence en fonction des agences. Donc voilà, optimisation de tournées longues et complexes qui sont aujourd'hui faites par les planificateurs, qui seront toujours demain faites par les planificateurs, mais avec l'aide d'un outil très puissant en termes de combinatoire. Ça, c'était donc ta formulation des objectifs, Benjamin. Thomas, tu confirmes ça? Oui, je ne peux que confirmer ce que Benjamin vient de dire. Le métier du transport, c'est finalement de prendre l'ensemble des ordres de transport qui nous sont donnés, soit en automatique, soit via l'intégration de fichiers texte, et puis ensuite, ces commandes-là, faut les mettre en adéquation avec l'ensemble des ressources qu'on a. Et faire que toutes ces commandes, je les regroupe, je trouve des moyens pour les produire, et je prends en compte un certain nombre de contraintes qui sont nombreuses pour optimiser en fait ces commandes et ces moyens afin d'optimiser mon plan de transport, que ce soit en termes de kilomètres, en termes d'utilisation du bon moyen au bon moment, en termes de respect des délais de livraison pour le client. Et donc, cet outil va nous permettre clairement de donner une aide à la décision à nos planificateurs qui doivent évoluer dans un environnement de plus en plus complexe, avec des temps de réaction qui leur sont demandés de plus en plus courts. Et quand on voit l'ensemble des comptes sont à gérer, la volumétrie des commandes qui sont à traiter, un outil d'aide à la décision et un support pour les aider dans ce travail-là sera capital pour nous. Alors, tu as parlé des planificateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail à quoi ressemble la journée type d'un planificateur? Oui, donc un planificateur, en fait, il travaille main dans la main avec un pilote de flux. Le planificateur, lui, il va recevoir un certain nombre, un volume de véhicules, et il va mettre en fait en adéquation ce volume de véhicules et les ressources pour les transporter. Le matin, il reçoit donc l'ordre client sous forme en général en EDI. Donc ça provient de notre TMS qui va lui donner l'ensemble des véhicules transportés. On peut aussi recevoir, comme j'ai dit tout à l'heure, des fichiers texte, et ces données, elles doivent être qualifiées
en fonction de différents critères. Donc les différents critères, c'est la date de livraison, c'est l'origine, c'est la destination, c'est le gabarit du véhicule, afin de pouvoir réaliser le meilleur groupage des véhicules. Une fois que ce groupage est réalisé, il faut ensuite choisir les bonnes ressources pour les effectuer, et encore une fois en intégrant un certain nombre, d'essayer de diminuer les kilomètres, de prendre en compte la législation sur la conduite, l'application des kilomètres, le kilométrage à vide le plus faible possible, les freins potentiels de cabotage, de retour des camions à leur point d'origine. Et donc, toutes ces choses sont faites ensuite par le pilote de flux. Et ils ont en charge, une fois qu'ils ont alloué les bonnes ressources au bon véhicule, le pilotage de ces flux pour être sûr que le plan de transport se déroule correctement et qu'il n'y a pas d'aléas, enfin il y aura des aléas, mais que les aléas seront gérés et que les demandes de clients et la satisfaction du client est garantie. Benjamin, un mot sur le travail demandé au planificateur? Ouais, je vais revenir sur la notion de contrainte parce que c'est un sujet qui est clé en fait. C'est comment aujourd'hui la planification des flux est effectuée, ou hier, sans outils. Euh, Globalement, c'est une situation qu'on voit chez tous nos clients. C'est-à-dire, on a en face de nous des gens qui doivent gérer des ressources, c'est-à-dire des camions et des chauffeurs, et répondre à des demandes clients, c'est-à-dire aller transporter des marchandises d'un point A à un point B, C, D, etc. Évidemment, cette affectation, cette allocation entre des commandes et des ressources, elle doit répondre à un certain nombre de contraintes. On va dire des choses un peu bêtes, des choses un peu triviales, mais typiquement, je peux pas livrer un point s'il est fermé. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Se pose la question des heures d'ouverture, fermeture, par exemple, des concessionnaires ou des parcs que Seva doit livrer. Et donc, si j'affine ça, le planificateur, il se dit, je vais aller livrer tel concessionnaire, mais tel concessionnaire, je sais qu'il est ouvert à telle heure, très précise, ou que je peux le livrer une demi-heure avant son heure d'ouverture. Et donc, on se rend bien compte, cet exemple un peu trivial, on se rend compte de l'énorme expérience qu'ont les planificateurs dans la location, parce qu'ils connaissent le terrain, parce qu'ils connaissent ce qui est possible de faire, pas possible de faire. Et donc, quand on met en place un outil de la décision, on va essayer d'aider le planificateur à mieux faire ce travail, à aller chercher des choses qui sont parfois un peu contre-intuitives ou quelque chose qui sort un peu des schémas de pensée classiques du planificateur. Donc, on va essayer de proposer des nouveaux scénarios qui viennent, in fine, optimiser. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on intègre l'ensemble des contraintes que le planificateur a dans la tête ou est-ce qu'on fait et donc, ça, évidemment, c'est très compliqué, très chronophage parce que ça voudrait dire, par exemple, pour chaque point de livraison, qu'on va aller trouver des heures d'ouverture, mais aussi on va créer un autre champ qui est heure de livraison possible. Et donc là, on se rend compte que c'est déjà un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut livrer ce point en dehors des heures d'ouverture ou est-ce qu'on va aller, au final, proposer, intégrer des contraintes plutôt standards, les heures d'ouverture-fermeture, et se dire, l'optimiseur va aller proposer des livraisons au sein de cette plage horaire, et puis derrière, on va aller on va laisser la possibilité au planificateur d'aller ajuster le plan de transport, d'aller ajuster la tournée, d'aller chercher d'autres choses à faire, d'aller corriger si besoin est ce que l'optimiseur propose. Et c'est vraiment ce type d'exemple qui montre à quel point les deux approches humaines, on va dire, et puis après technologiques sont complémentaires et sont pertinentes. C'est cette notion de contrainte. Au final, il est illusoire de penser qu'un outil d'optimisation peut intégrer l'ensemble des spécificités de terrain. C'est pas possible, ça serait trop long à intégrer. Il y aurait trop de mises à jour. Et donc Thomas l'a évoqué sur la notion d'aléa, par exemple, intégrer un aléa, il faut être ultra réactif, et ça c'est l'humain qui le fait. Versus une approche qui permet d'aller chercher quand même des optimisations dans un certain nombre de combinatoires, et ça c'est le propre ou c'est le rôle de l'outil. Donc on a eu vraiment des débats avec Seva, mais c'est des débats qu'on a avec tous nos clients sur au final jusqu'où on doit aller en termes d'intégration de contraintes. Puisque plus on va intégrer de contraintes,
plus ça va être évidemment lourd à mettre à jour, plus on va demander de travail de data cleaning, mais plus précis sera aussi l'outil. Pour la petite histoire, il y avait un planificateur dans un pays, dans un des pays sur lequel on a déployé, qui nous disait, sur cette zone-là, je n'envoie que des chauffeurs hommes parce que je sais qu'il n'y a pas de toilette pour les femmes là-bas, donc en fait, je peux pas envoyer de chauffeurs. Donc, ça peut aller jusqu'à ce niveau-là de connaissance que le planificateur essaie le type de toilette qu'il y a dans tel ou tel point de distribution. Donc, c'est pour vous donner le niveau d'expertise des planificateurs. Évidemment, cette contrainte, on l'a pas intégrée. On dit au planificateur, on va proposer des tournées, puis après, tu ajusteras le bon chauffeur pour le mettre au bon endroit. Voilà un peu un exemple, peut-être un peu anecdotique, mais qui est vraiment représentatif du travail qu'on doit faire quand on met en place cet outil, qui est qu'est-ce qu'on intègre dans l'outil aujourd'hui, puis évidemment demain. Merci Benjamin. On voit effectivement que c'est donc un outil d'aide à la décision, qu'on vient complémenter l'expérience du planificateur, mais effectivement il y a des choses que seul le planificateur peut connaître et gérer. C'est d'ailleurs le sujet de notre seconde partie. Mais d'abord, il est temps de répondre aux questions de l'audience. Je vais regarder tout de suite s'il y a eu des questions qui sont passées via le chat. Alors oui, on a des questions. Une question de Christelle qui dit, voilà, vous avez indiqué que le projet concernait la France et également 5 autres pays, est-ce en Europe ou bien autres continents, Afrique, Asie. Je laisse peut-être Thomas répondre sur le périmètre. Oui, donc le périmètre aujourd'hui, il est Europe, avec un focus sur en fait nos principales agences de transport, donc qui sont France, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne et la République tchèque aujourd'hui. On déploiera d'autres pays. Pourquoi l'Europe? C'est qu'aujourd'hui, notre TMS est déployé en Europe. En Afrique, on n'a pas d'activité, nous, aujourd'hui, CEVA, FVL. Et en Asie, c'est probablement une prochaine étape, mais pour l'instant, on s'est focalisé sur l'Europe, qui est la majorité de nos flux aujourd'hui. Très bien. Et une deuxième question qui est arrivée de Christophe. Alors la question, c'est exactement, est-ce que l'IA a diminué le nombre de planificateurs ou augmenté le nombre de volumes traités avec le même nombre de planificateurs ou réduit les coûts logistiques ou un mix des trois? Thomas? Alors, la solution, elle est en cours de déploiement. L'idée n'est pas de réduire le nombre de planificateurs, mais de les dédier à des tâches à plus forte valeur ajoutée pour le client, à la gestion des aléas, et finalement à aller chercher de la capacité, par exemple, à aller au plus près des besoins du client. Donc, on n'a pas diminué le nombre de planificateurs. On espère bien sûr que l'outil d'intelligence artificielle, au-delà de standardiser nos process et d'être un outil d'aide à la décision, pourra amener de la performance économique. Et je pense que l'optimisation des plans de transport pourrait amener de la performance. Concernant est-ce qu'on traite un plus grand volume? Ce qui est sûr, c'est qu'on le traite plus vite. Et la machine sera capable d'intégrer un nombre quasiment illimité de camions. Aujourd'hui, il faut avoir en tête que l'agence des tubes, par exemple, traite plus de 600 camions pour plus de 10 000 véhicules. Donc, c'est sûr que l'outil est capable de restituer ça en un temps record par rapport à ce que faisait un planificateur, mais ça sera l'objet aussi de la deuxième partie, donc on rentrera dans le détail là-dessus. Ok, une autre question qui va te concerner, Thomas, c'est une question de Xavier. Quel est votre TMS? En fait, on a déployé un outil en interne. Ça s'appelle le Moveit. On a développé à la fois un outil qui permet de gérer les flux et ensuite des outils plus opérationnels. Donc, on a un customer management, donc on reçoit là-dedans tous les ordres de nos clients. Et ces ordres sont séquencés en plan d'opération et on a développé les outils opérationnels pour les traiter. Donc avec un outil qui gère la route, un outil qui gère le rail, un outil qui gère les compandes. Et tout ça, en fait, est un outil maison.
Donc, c'est pas un outil sur étagère du marché. Très bien. Une question qui va s'adresser plutôt à Benjamin. Est-ce que votre offre est compatible avec SAP? Disons que notre produit, il est basé sur des technos assez innovantes et donc en fait, il permet l'import et l'export de données via API. Et donc ça dépend plutôt. Donc oui, c'est compatible avec SAP, ça c'est la réponse, mais ça dépend si le client a la possibilité d'ouvrir les ponts de données sur les exports de données d'SAP. Donc aujourd'hui, je rappelle, hein, aujourd'hui on propose un outil d'optimisation soit à la maille tactique, soit à la maille opérationnelle. Sur la maille tactique, on n'a pas besoin d'être intégré directement avec des outils informatiques. On fait de l'import de données de fichiers plats, généralement, des fichiers CSV. Et puis sur l'opérationnel, on a besoin d'être intégré directement avec les outils d'exécution, en particulier SAP. Et donc typiquement, on a eu un cas où le client d'un client qui avait un WMS ne souhaitait pas ouvrir, donc c'était SAP, et donc ne souhaitait pas ouvrir SAP. Et donc là, ça a pas fonctionné parce qu'on voulait faire de l'opérationnel. Donc oui, on est compatible, mais ça dépend de la volonté du client de pouvoir mettre en place, de vouloir ou pas mettre en place des API. Voilà. Merci Benjamin. Une autre question, je pense, qui peut te concerner, c'est une question de Christelle. L'outil de planification permet-il de produire des rapports d'émissions de CO2, permettant ainsi d'avoir de la data pour la stratégie climat? Ah oui, c'est effectivement, c'est un point qu'on allait aborder plus tard, mais en fait, l'idée de l'optimisation, c'est mettre en place différentes fonctions d'optimisation. Donc, le planificateur, il peut optimiser des choses, les coûts en particulier, les kilomètres parcourus, mais aussi les émissions CO2 qui sont quand même en lien assez fort avec les kilomètres parcourus. Et puis, il peut rajouter aussi des contraintes en disant, bah, pour tel client, je vais aller prendre tel type de camion, tel type de motorisation, typiquement. Et donc, quel type, on lui a dire, quel volume d'émissions. Donc, ça permet de proposer, donc, in fine, la réponse est oui, et nous, on s'inscrit dans cette démarche RSE de la supply chain, une supply chain plus verte, une supply chain qui intègre la complexité de la transition énergétique et du changement climatique. Et puis, ça permet aux transporteurs de mieux répondre à leurs demandes clients plus facilement et plus dynamiquement. Merci. Alors une question de Christopher qui peut-être sur laquelle vous aurez tous les deux envie de donner un avis, ça élargit un peu le sujet. Est-ce que l'intelligence artificielle va diminuer aussi le nombre de chauffeurs, sachant l'avènement de l'automatisation dans le milieu du transport? Alors, je peux dire, c'est donc je pense qu'on parle par exemple du camion autonome. Hein. Pour l'instant, hein, on n'est pas là. On y arrivera peut-être un jour au camion autonome. Ce qui est sûr, c'est que les niveaux d'intelligence artificielle sont capables de permettre la conduite d'un véhicule, des tests qui sont faits, et puis il y a des constructeurs qui sont déjà assez avancés sur le sujet. La question, c'est dans quel environnement ils pourront évoluer. Il y a probablement des possibilités sur des grands axes, sur des environnements plus denses en termes de mixité entre différents types de transports. Ça semble plus lointain. Donc, est-ce que l'automatisation va répondre à la problématique de la diminution des chauffeurs? Et on a encore un peu de temps avec des chauffeurs dans les camions avant d'être à ce niveau-là, à mon avis. Merci. Je complète peut-être, JM, c'est effectivement l'IA en permettant d'optimiser le taux de remplissage des camions, ça permet de mieux utiliser les ressources. Donc, d'un certain côté, ça permet effectivement à ressources, à nombre de chauffeurs constants, d'intégrer plus de volume.
sachant qu'aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de chauffeurs et de camions. Donc, c'est plutôt comment est-ce que je fais mon travail avec un nombre de chauffeurs qui va en diminuant. Sur le camion autonome, je suis tout à fait d'accord avec Thomas. Il faut pas oublier que fondamentalement, quand on parle de transport, on parle d'infrastructure. Et donc, quand on parle effectivement camion autonome, ça paraît compliqué sur un certain nombre de petits axes, de petites routes où il n'y a pas les infrastructures qui existent pour rendre possible et sécuriser cette autonomie. Mais c'est le même débat sur le multimodal d'ailleurs. Je pense que c'est assez facile de dire. Je suis désolé d'élargir le sujet, mais ça serait bien que il y ait plus de fret ferroviaire. Ouais, pas de problème. Mais c'est une politique au long terme. D'accompagnement du monde du transport dans le déploiement de ces nouvelles infras. Donc, c'est pas si simple que ça, quoi. Ok, une Non, mais c'est question pas, qui... enfin, Pardon, pour vas-y. répondre, pardon, juste pour répondre, c'est pas forcément lié à l'IA. L'IA aujourd'hui, c'est gérer Ouais. un véhicule autonome. Je rejoins ce que dit Benjamin. On est plus sur des problèmes d'ordre de législation, des problèmes d'ordre d'infrastructure qui potentiellement peuvent ralentir le développement de cette technologie. L'IA aujourd'hui est capable de piloter une voiture. Après, le transport, c'est aussi, enfin, bien au-delà du camion qui se déplace, c'est la gestion des transferts de responsabilité. Voilà, le fait, on ne pourra pas, à mon sens, déshumaniser non plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y aura toujours besoin de personnes pour gérer ça, pour gérer le lien avec le client. Oui, oui, absolument. Parfait. Peut-être une dernière question qui est tombée, peut-être plus pour Thomas. Question de Joseph. Comment gérez-vous vos RFQ, le booking de vos transports et votre customer service, mail, WhatsApp, etc. Alors aujourd'hui, les RFQ sont gérés par un département d'ingénierie, hein, de transport et de réponse au tender, qui prennent les données de nos clients et qui les intègrent dans un système qui nous permet de projeter sur un horizon un peu moins opérationnel et un peu plus technique l'intégration de ces volumes. Est-ce que c'est compatible avec notre capacitaire et, et, et garantir le taux de service que le client veut. Donc le booking, il est fait dans notre TMS, hein, c'est comme ça qu'on réserve nos transports aujourd'hui. Hein. Le TMS va directement envoyer les réservations des lots auprès des transporteurs. Et quant au customer service, le customer service est géré en partie grâce à un outil de CRM, hein, qui est en l'occurrence Salesforce pour nous, et par aussi des échanges avec le client téléphonique en support de ce qui peut se faire par CRM. Très bien. Alors je vois qu'on est en train de déborder sur la partie question. On va venir tout de suite à la seconde partie de la présentation. Si voilà, il reste quelques questions, on les adressera par ailleurs. On fera un retour vers les personnes qui les ont posées. Et dans cette deuxième partie qu'on va voir, il y aura notamment un nouveau sondage auquel vous serez invité à participer. Jingle. Ouais, merci Jean-Michel. Donc l'idée là, c'est juste de décrire brièvement les étapes du projet qu'on a mené. Aujourd'hui, pour commencer par la fin. Aujourd'hui, on est dans une phase de test et de recette de l'outil qui va nous permettre de déployer complètement à l'international au T3, à la fin du T3 et au T4 2023. Donc, pour revenir sur les différentes étapes en séquentiel, la première étape, j'ai évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le sprint 0. C'est la compréhension de l'existant, l'analyse de l'existant et la définition des processus cibles. Alors pour cela,
L'important, c'est de comprendre ce qui est fait, donc et d'aller sur le terrain. Donc, on a organisé des rencontres avec l'ensemble des équipes au mois d'octobre, novembre, d'ailleurs plusieurs fois. On y est retourné plusieurs fois en fonction de la taille des équipes pour définir le processus, les processus de gestion et de planification des voyages. Donc, à partir du début, donc pour répondre à la dernière question, c'est comment est-ce que les données sont intégrées via EDI, pas via EDI, via mail, sur des plateformes externes, enfin, sur un site internet externe, par exemple. Comment est-ce qu'on, donc, pour répondre à la question, quelle commande un planificateur doit gérer? Comment est-ce qu'il va capter les informations sur la ressource, et puis après, comment il va définir son schéma de tournée, sur quelle base, avec quelle fonction d'optimisation, quelque part. Donc, on essaie d'aller assez loin dans la compréhension de l'existant, et puis comment le planificateur fait son travail. Ça, c'est le premier sujet. Et puis ça permet d'aboutir collectivement à la définition d'une orga et d'une cible fonctionnelle qu'on anime via des ateliers de travail. Alors, ce que je viens de dire est assez classique, hein, mais encore une fois, la mise en place d'un projet d'IA, c'est assez classique en fait. Voilà, on n'invente rien. Et voilà. Et puis après, il y a d'autres chantiers qu'il faut mener. Le deuxième chantier, c'est un chantier d'urbanisme IT. On a parlé d'intégration d'outils tout à l'heure. Effectivement, nous, on a besoin, sur un mode opérationnel, de s'intégrer avec les outils d'exécution, avec le TMS des clients. Donc, on doit définir les champs d'import, les champs d'export, les champs de données, quelles données on va recevoir, qui va les alimenter, quels sont le niveau d'anomalie des données. Alors, il y a évidemment, parce que comme la donnée n'est jamais parfaite, il faut définir des seuils. Alors, tel type de données, si on l'a pas, on peut pas fonctionner. Par exemple, si on n'a pas la plaque d'immatriculation du camion, on peut pas fonctionner. Ou si on n'a pas la liste de VIN, on peut pas, enfin la liste des commandes des véhicules à livrer, on peut pas fonctionner. Quelles données au final? Donc ça, c'est un niveau d'anomalie majeur ou critique. Et puis après, on va définir des anomalies plus mineures. Si on n'a pas typiquement l'heure d'ouverture d'un concessionnaire, on va utiliser un champ standard qui va être de X, par exemple 9h ou 8h30, qui est un, voilà, on va remplacer cette donnée par une donnée qui est, comme disait l'autre, bien mais pas top, c'est-à-dire qui est vraisemblable, qu'on peut perfectionner. Donc ça c'est le deuxième point, qui est un gros chantier IT évidemment d'intégration. Et puis le troisième sujet, c'est le paramétrage des interfaces pour répondre aux enjeux opérationnels. Alors nous, on propose un outil qui est facilement paramétrable. Donc typiquement, on va intégrer le besoin du planificateur ou du responsable de la planification en termes de KPI. Qu'est-ce qu'il veut voir en première lecture, en deuxième lecture? Qu'est-ce qu'il veut voir? Qu'est-ce qu'il va avoir comme chiffre pour aller faire son analyse, pour s'assurer que la tournée proposée est correcte, est cohérente d'un point de vue opérationnel et cohérente d'un point de vue financier. Et donc ça, on a défini aussi avec les utilisateurs la cible en termes d'interface pour qu'on puisse le paramétrage. Et puis après, s'en est suivi une phase de paramétrage. Et puis, comme évoqué, là, on est dans une phase de test avec les équipes dans le central CEVA. Et puis demain, pour aller déployer le projet au sein des 5 équipes. Et ce déploiement, il se fera de la même manière qu'on a commencé le projet, par quelque chose qui est important pour nous, c'est-à-dire du présentiel, accompagner l'utilisateur, être à côté de lui dans la prise en main de l'outil, mais aussi dans la compréhension des résultats pour qu'il puisse complètement s'approprier cette nouvelle façon de faire. Voilà. Je ne sais pas si Thomas, tu veux compléter quelque chose sur ce que je viens de dire. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié en fait dans la collaboration avec DCBrain, c'est qu'on a vraiment géré comme un projet et des deux côtés. C'est-à-dire, il y a vraiment deux équipes qui travaillaient ensemble pour co-construire une solution avec une vraie écoute pour que ces solutions soient adaptées aux besoins finalement des planificateurs et des pilotes de flux, parce que c'est eux qui vont l'utiliser. Et donc, moi je suis aussi convaincu que le présentiel est capital dans ce genre de démarche, et vous avez su aller à la rencontre de toutes les équipes. Ce qui est très important pour la première, je l'ai déjà dit, c'est prendre en compte leur manière de travailler, les contraintes qu'ils peuvent rencontrer, et avoir une empathie par rapport à leur travail au quotidien. Et la deuxième, c'est aussi qu'ils fassent partie de la solution, c'est-à-dire que
finalement, hein, que cette solution ne soit pas imposée top-down et que en fait, ils co-construisent cette solution avec nous et que dès le départ, ils soient impliqués dans les différentes actions qu'on mène et dans les interfaces, les contraintes à prendre en compte, avec eux sur celles qu'on n'intègre pas, parce que tu l'as dit au départ, hein, on ne peut pas tout intégrer, et ça serait de la folie d'essayer de tout intégrer. Et donc ça, c'était capital. La deuxième chose, c'est aussi l'intégration dans le process d'un Customer Success Management qui a permis toujours de garder le lien entre les différentes parties prenantes de ce projet-là, tout en gardant la cible qu'on avait définie ensemble au départ. Hein, on en a parlé, on est sur 5 pays différents, avec des process métiers très différents, et donc c'est très important de garder ce recul et cette cible, tout en intégrant les contraintes, mais de savoir où on va, parce que sinon on peut vite partir dans tous les sens. Et donc ça, c'était très important qu'il y ait de votre côté et de notre côté des gardiens du temple sur ce sujet-là. Et donc ça, c'était très appréciable. Et enfin, ce Customer Success permet aussi de faciliter dans des entreprises comme les nôtres, faciliter la conduite du changement. Le changement, c'est pas ce qui est le plus facile à réaliser dans une entreprise comme la nôtre. Et donc, à la fois d'avoir intégré les gens dès le départ, de leur avoir fait participer à la solution et d'avoir un Customer Success Manager qui continue à faire ce lien et qui continuera à faire le lien une fois la solution lancée, c'est vraiment ça la conduite du changement et l'intégration de nos forces vives dans le projet. Et c'est ça qui, à mon sens, a été très appréciable et très apprécié des équipes. Ouais, si je complète, merci Thomas. Effectivement, cette conduite du changement, elle est clé, encore une fois, et d'autant plus, parce qu'il faut le faire dans n'importe quel projet informatique, mais d'autant plus que là, on va toucher au cœur de métier à l'expérience des planificateurs. Et typiquement, l'outil, il peut être amené à proposer des choses complètement contre-intuitives. Et donc ça, il faut être en capacité de l'expliquer aux planificateurs en disant oui, c'est contre-intuitif, mais au final, c'est optimisé pour telle et telle raison. Et donc, il faut réussir à capter, à définir les schémas de pensée du planificateur pour pouvoir identifier in fine ce qui est intuitif, contre-intuitif, et comment est-ce que derrière, on peut aller accompagner le planificateur. C'est la bonne compréhension ou la bonne explication de ce que l'optimisateur propose est clé dans l'adoption de l'outil. Si le planificateur se dit bon, ça a l'air moisi, ça marche pas, évidemment il va pas utiliser l'outil et les recommandations qu'on va faire. Donc il est vraiment important d'accompagner cette population, sinon on risque de planter le projet. Merci Benjamin pour ce complément. Maintenant, une question assez cruciale, hein, depuis la mise en place de la solution d'EasyBrain, c'est une question pour toi Thomas. En quoi l'apport de l'IA a été bénéfique pour vos process? On l'a un peu touché du doigt tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on voit le travail d'un planificateur et la complexité dans laquelle il évolue, il y a un nombre de contraintes à gérer dans un laps de temps de plus en plus court, faire nos clients qui est clé. Et clairement, la mise en place de notre TMS couplée à l'utilisation d'Inès, donc l'outil de DCBrain, nous permet de réaliser ces tâches dans des temps extrêmement rapides, avec des délais de calcul de 3 minutes pour des plans de transport qui sont de plus de 600 camions, 10 000 véhicules par semaine. Donc il faut se rendre compte quand on gère des plans de transport de cette dimension-là, du nombre d'aléas, de contraintes qu'il faut intégrer dans la prise de décision pour optimiser. C'est juste gigantesque. Donc l'IA va vraiment permettre de gagner du temps là-dessus et de consacrer pour les planificateurs, une fois qu'ils auront ce support et cet outil de la décision, à aller chercher de la valeur ajoutée dans peut-être de la recherche de capacitaire, qui est un problème clé aujourd'hui pour nous, dans la gestion des aléas, parce que quelle que soit la capacité de calcul et la vitesse de calcul, on n'enlèvera jamais les aléas qui existent dans le monde de la logistique, et ils sont nombreux. Et là, on dédie du temps pour
à la fois les anticiper, parce que l'IA va aussi nous permettre de faire un peu plus de prédictive logistique et donc d'anticiper un certain nombre d'aléas et de trouver peut-être des solutions en anticipation et de dédier ce pour les mettre en place. Et également à l'écoute de nos clients, de nos chauffeurs. Et donc l'IA, pour moi, va clairement pas remplacer l'humain. On a déjà évoqué avec Benjamin, mais va lui vraiment de se concentrer sur des tâches à très forte valeur ajoutée pour l'entreprise et pour les clients. Oui, puis j'ajoute peut-être sur le côté RSE que l'outil permet d'intégrer ces contraintes-là de manière plus forte. Donc c'est une des nouvelles contraintes qui s'applique à la planification. D'ailleurs, pas que pour Ceva, hein, pour tous les transporteurs, pour tous les chargeurs, ils doivent intégrer cette notion-là dans leur plan de transport. Et donc là, on vient aider les planificateurs à répondre à ces nouveaux enjeux qui sont de plus en plus demandés par les clients de Ceva, évidemment. Merci Thomas pour ces précisions et je pense que la partie sur les apports de l'IA, elle était très attendue. C'est vrai que pour beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens imaginent que l'IA est quelque chose de très théorique alors que c'est vraiment concret. On l'utilise tous au quotidien finalement sans rendre compte. Par exemple, je vois une stat récemment que plus de 50% des services clients auxquels on a affaire dans la vie quotidienne, c'est des IA tout simplement. Et puis que dire de ChatGPT, pour le coup, qui a fait rentrer ça dans tous les foyers et qui permet de toucher du doigt l'intelligence artificielle. Alors, il est temps maintenant de répondre aux questions de l'audience sur la deuxième partie. Je vais tout de suite regarder si on a des questions qui sont tombées sur cette deuxième partie. Et oui, il y en a. J'ai une première question de Jocelyn. Alors, c'est peut-être une question pour toi, Benjamin. En quoi votre outil se distingue d'outils d'optimisation plus traditionnels, comme ceux de PTV pour ne pas les citer, et quel est l'apport de l'IA au-delà des algorithmes d'optimisation? Bah, effectivement, PTV, c'est une référence sur le marché, c'est la référence sur le marché dès qu'on parle d'optimisation de tournée, d'optimisation de plan de transport à toutes les mailles. En tout cas, c'est l'acteur le plus connu. Et donc, c'est évidemment le concurrent qu'on voit le plus souvent lors des appels d'offres. Donc, quand on parle d'optimisation dans le monde du transport, enfin, je vais prendre juste un pas de recul et je vais faire une réponse la plus courte possible. Excusez si c'est un peu trop long. Quand on parle d'optimisation et de transport, évidemment, le sujet d'optimisation dans le monde du transport, ça date pas d'hier, ça date d'il y a très très longtemps. Hein. Je rappelle que toute la recherche opérationnelle, fondamentalement, ça a été créé pour les problématiques logistiques, en particulier dans le monde militaire. Alors, tous ces sujets-là viennent du monde fondamentalement de la supply chain dans son ensemble. Jusqu'à l'approche de DC-Brain, quand on voulait faire l'optimisation d'un plan de transport, on avait de l'optimisation de tournée, on avait deux approches. On avait une approche qui était celle de PTV. PTV, c'est un arbre, c'est un cœur d'optimisation très spécifique qui répond à une problématique et qui répond très bien, c'est la tournée en pétale, c'est-à-dire je vais faire une opération, je vais lancer une tournée qui part d'une agence, qui va revenir à l'agence le soir même, enfin sur un pas de temps défini, avec que le même type d'opération, c'est-à-dire soit du déchargement, soit de la livraison, soit du chargement, c'est-à-dire de la ramasse ou de la collecte. Donc PTV, c'est monolithique, très packagé, ça répond très bien à un type de problème et ça ne répond pas du tout à des problématiques de tournée complexes, c'est-à-dire qui s'étalent sur plusieurs jours, avec différents types de points de livraison, avec des opérations de chargement et de déchargement au sein même de la tournée, avec un point de retour qui peut être différent du point de départ. Donc je ne sais même pas si on peut parler de tournée. Ça, c'est le cas chez Ceva. Chez Ceva, le chauffeur, il y a une contrainte de chauffeur, c'est qu'il part le lundi matin, le vendredi soir, de revenir à son domicile. Il part le lundi matin de son domicile. Il va faire, et donc la tournée, le voyage va s'organiser sur plusieurs jours. Et il a évidemment des opérations de recharge des charges tout au long de ce voyage. Donc c'est éminemment plus complexe que ce que PTV peut gérer. La deuxième façon de le faire, l'optimisation, avant l'approche comme DC-Wine, c'était travailler avec des grands acteurs qui proposaient de l'optimisation à façon. Voilà, je vais les citer, hein, c'est du Quintic par exemple, de l'Ortec. Et donc ça,
je veux dire, ça fonctionne, mais c'est extrêmement lourd et au final extrêmement cher. Et donc, peu de gens ne peuvent se le permettre. Alors nous, ce qu'on propose, c'est une approche où il y a un cœur d'algorithmique qui est basé sur de l'IA, mais de l'IA hybride. Donc en fait, globalement, si je schématise, quand il y a de la donnée, on va utiliser de la donnée pour aller faire du deep learning. Quand il n'y a pas de données, on va utiliser des modèles de recherche opérationnelle, ce qui nous permet de proposer une algorithmique qui propose des résultats optimisés, mais optimisés dans le temps, c'est-à-dire robustes et pérennes. Et ça, c'est un point qui est clé. Et donc ça permet, cet outil-là permet vraiment de rendre possible la planification outillée pour les planificateurs. C'est-à-dire que les planificateurs ont un vrai outil de planification qui permet vraiment de faire de l'optimisation, proposer des scénarios optimisés et puis des scénarios opérationnels. Et donc c'est ça notre différence par rapport à ces outils-là. Et donc on est assez content aujourd'hui de se démarquer de ces outils et puis de connaître une forte croissance, une forte traction, ce qui montre que notre approche, je pense, a du sens. Voilà, désolé pour la réponse assez longue. Merci Benjamin. Une réponse qui sera peut-être plus rapide, c'est la réponse à la question suivante, toujours de Jocelyn. Les contraintes poids lourds sont-elles prises en compte dans les plannings? Si oui, avec quelle cartographie? Ouais, alors je me permets de la prendre, Thomas, cette question. Évidemment, les contraintes poids lourds sont prises en compte. DC Brain, juste, je fais un choix technologique. On a fait un choix technologique il y a quelques temps, c'est qu'on a tout codé en interne, donc on n'a aucune dépendance informatique avec quiconque, ce qui nous permet d'offrir la plus grande flexibilité et agilité à nos clients, pour réduire les temps de déploiement, évidemment. La seule dépendance néanmoins qu'on a, c'est avec la cartographie, et donc on est associé avec IR, qui est le référent en Europe sur la cartographie poids lourd, qui est aussi d'ailleurs le fournisseur de la carto PTV. En fait, quand PTV, typiquement, parce qu'on parlait de PTV, dit qu'elle propose une carto et a une carto poids lourd, en fait, pas du tout. C'est PTV qui revend la cartographie de IR. Donc, on utilise la référence du marché qui est IR. Merci Benjamin. Je regarde s'il y a des dernières questions qui sont tombées a priori sur l'accompagnement. C'était tout sur la deuxième partie. Et ouais, c'est bien. On a fait le tour des questions. Très bien. Du coup, on va arriver à la fin de la. Oui, Il me semble qu'il y avait une question Thomas? sur est-ce qu'on avait réfléchi à la restitution au vérificateur, et j'ai cru voir ça passer à un Ah, moment. attends, je regarde tout de Et suite. je Sur la vais première juste répondre. partie. Ouais, vas-y. Non, non, là, en fait, donc, je pense que c'est, en effet, c'est ce dont parlait Benjamin tout à l'heure, c'est l'interface. Nous, on a choisi d'intégrer complètement l'outil DCBrain à notre TMS, et, et que la restitution se fasse derrière dans l'outil. Et donc, pour nos opérationnels, toute la partie algorithmie se fait dans l'outil DCBrain et totalement interfacée avec notre outil TMS, où en fait les groupages vont arriver avec les camions en proposition au planificateur qui pourra à loisir le modifier ou le valider. Et donc ça donne à la fois cet outil d'aide à la décision, mais cette flexibilité de changer en fonction des aléas et de pouvoir adapter en exception le plan de transport qui a été recommandé pour pouvoir, si jamais il y a un véhicule prévu prioritaire qu'il faut mettre à la place d'un autre, pouvoir avoir cette latitude-là. Et donc tout ça est totalement intégré avec notre outil pour que ça soit transparent pour le planificateur. Bien, merci Thomas, merci d'avoir aperçu cette question qui m'avait échappé, qui était très importante. Merci beaucoup. On arrive à la fin des questions, à la fin de la table ronde. Thomas, je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, moi j'ai juste une petite question. C'est quoi les prochaines étapes pour DCBrain?
Les prochaines étapes pour DCBrain, merci Thomas. C'est nous globalement, on a le vœu, l'ambition d'accompagner la supply chain dans sa transformation, sa transformation qui passe par la data, qui passe par la digitalisation et qui a vocation à s'adapter aux nouvelles contraintes d'un nouveau monde, en particulier la transition énergétique. Donc, quand on parle de supply chain, on parle de green supply chain, de supply chain plus résiliente, plus complexe du coup. Et donc, c'est globalement notre ambition, c'est d'accompagner les transporteurs et les chargeurs à faire face à ce nouveau monde. Alors, par quoi ça passe? Ça passe par un cœur d'optimisation toujours plus fort, toujours plus robuste. Donc, DCBrain reste et restera une entreprise très tech. On a typiquement un laboratoire. On a monté un laboratoire avec l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines sur ces sujets-là d'optimisation de réseaux complexes. Et on va continuer à investir sur cette thématique. Ça passe par des évolutions produits, évidemment. Aujourd'hui, il y a plein de cas d'usage qui remontent sur lesquels on n'est pas encore complètement à l'aise, qui remontent des chargeurs, des transporteurs, sur la détection d'anomalies, par exemple, sur du forecast fin, enfin, globalement, comment est-ce qu'on peut plus utiliser la donnée pour mieux pour avoir des supply chains plus agiles, plus résilientes, plus green. Et donc, on va continuer à travailler, à investir dans le produit pour nos clients. Et puis quand on parle de clients, globalement, nous DCBrain, on est en train de partir à l'international. Là, on a un premier, grâce à toi, Thomas, grâce à Seva, on a nos premiers utilisateurs à l'international. On a signé un premier client espagnol il y a quelques mois de cela, et donc on va continuer à travailler sur l'international. Et puis, on va continuer à accompagner nos clients transporteurs et chargeurs dans leurs projets de transformation digitale. Merci. Merci Benjamin. Est-ce que tu veux dire un mot de conclusion maintenant? Ouais, alors merci JM. Déjà, le premier mot, c'était un mot de remerciement pour l'équipe Seva, pour toi Thomas, et pour voilà l'ensemble des gens qui nous ont aidés. Pourquoi ce mot? C'est que il fallait y croire. Hein. Il faut fondamentalement y croire, mais faire confiance quand on s'appelle Jeffco, maintenant Seva, faire confiance à une petite entreprise qui a une technologie très innovante, certes, mais qui a moins de références que d'autres. Voilà, ça demande un certain niveau de conviction, voire même de courage. Et donc merci. Surtout en 2021, depuis on a bien grandi, mais merci de nous avoir fait confiance. Moi, ce que je retiens, c'est que globalement, Seva, comme d'autres transporteurs, a un certain nombre d'enjeux stratégiques. L'optimisation des coûts en est un, mais pas que. La transition énergétique, la digitalisation, l'efficacité opérationnelle, c'est un sujet. Tout l'enjeu du projet, c'était de se dire comment accompagner des planificateurs dans l'adoption d'un nouveau mode de fonctionnement, d'un nouvel outil, mais aussi d'un nouveau process, d'une nouvelle orga. Et donc, le premier sujet, ça a été de se dire comment est-ce qu'on va proposer, comment est-ce qu'on va intégrer l'outil dans ces nouveaux processus. Et je pense que la démarche projet qu'on a mis en place conjointement avec les équipes de Thomas, elle répond à cette problématique, c'est-à-dire comment faciliter l'adoption par les utilisateurs de cet outil. Dans cette adoption, il y a un mot qui est clé, mais qui nous tient vraiment à cœur chez DCBrain, c'est le présentiel, c'est la présence terrain. Typiquement, on a en ce moment une personne qui est en Belgique et aux Pays-Bas pour continuer à travailler sur les schémas de pensée des planificateurs. C'est super important. Nous, on ne croit pas du tout à la mise en place en distanciel d'un projet informatique de cette nature, de cette importance. Et puis peut-être le dernier point, c'est de dire que ça marche, donc là on est en cours de test, et donc on commence à percevoir les premiers résultats au-delà des pilotes qui ont été menés, mais que ce type de techno, ça fonctionne. Alors, je plaide un peu pour ma paroisse et je pense que ça a vraiment changé. Je pense que l'écosystème globalement des technologies d'IA, quelles qu'elles soient, hein, quel que soit le fournisseur, DCBrain ou pas, a vraiment mûri ces derniers temps. Les clients ont compris que c'était pas magique, qu'au final l'IA, c'était un projet de transformation informatique
un peu comme un autre, peut-être un peu différent sur certains sujets, mais globalement, il y avait des notions de change management, d'adoption, d'adhésion des utilisateurs, d'urbanisme IT, de qualité de données. Donc il y a les clients ou les utilisateurs de solutions ont gagné en maturité, les technologies ont gagné aussi en maturité, ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne, c'est prouvé et que ça va continuer à se développer, et ça va fondamentalement changer, je pense, la donne. Enfin, c'est ma conviction dans le monde du transport. Voilà, c'était à peu près tout pour mes mots de conclusion. Merci encore à tous les deux du coup. Merci Benjamin, c'est la fin de ce Brain Up. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints ce matin. Merci surtout à toi Thomas d'avoir répondu présent. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Brain Up, un petit teasing. C'est un sujet passionnant qu'on va aborder la prochaine fois. C'est le sujet du fret ferroviaire. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous.